Bonjour à toutes et à tous. Dans ce trésor au Bénin, nous ferons un zoom sur les vendeurs de rue qui ne disposent pas de magasins pour se stabiliser, qu'on rencontre un peu partout dans les grandes villes, particulièrement à Cotonou. Cette activité, bien que rentable, ne soit pas sans conséquence. Une de nos équipes a fait une descente sur l'échangeur de Godomé pour échanger avec ses vendeurs à la sauvette. Le reportage à suivre dans cette édition. Et également à suivre la succession du pape François qui s'annonce aussi ouverte qu'imprévisible. Derrière les murs du Vatican, 135 cardinaux papiles auront pour mission de désigner le prochain chef de l'Église catholique. En attendant, tous les regards se tournent vers les favoris et les surprises possibles. Et puis, célébration de la Pâque à Doutou dans la commune de Ryogbe, les festivités ont été marquées par une série d'activités initiées par l'opérateur économique Philippe Aditonou. Les détails dans un instant. Voilà pour vous le sommet. Restez avec nous pour le développement. Sur la voie inter-État Cotonou-Calavi s'anime un marché sans cesse jour et nuit, communément appelé marché de friperie. Ce dernier est le lieu prisé par beaucoup de personnes qui s'approvissionnent des vêtements. Un commerce qui n'est pas sans conséquences selon les jeunes qui le pratiquent. Une de nos équipes a fait une incursion à l'échangeur de Godomé pour le constat. Reportage de Jules Etcho et Simon Rolon. Il est 10 heures. Nous sommes à Godomé. Ici, sur la voie inter-État Calavi-Cotonou, menant à l'échangeur de Godomé, un commerce particulier attire l'attention. La vente de friperies à la sauvette. Ces vendeurs alliés l'un après l'autre au bord du trottoir, marchandises à même le sol, proposent des vêtements d'occasion aux motocyclistes. Chemises, jeans, shorts, les vêtements sont exhibés de façon à ne pas passer inaperçus pour le passant. Parfois, il faut courir pour arracher le client. Une activité informelle qui permet à ces jeunes de survivre. Ça, c'est la base pour garder d'abord la famille, parce qu'on se chine avec. C'est dans ça qu'on mange avec la famille. Et c'est dans ça qu'on est. On se débrouille. On se débrouille. La précarité dans laquelle travaillent ces vendeurs les expose constamment à plusieurs difficultés qu'ils ne laissent pas passer sous silence. Il y a le soleil. Il a plu. Les policiers viennent pour les chercher. Les policiers viennent ramasser nos marchandises. Ils appellent les autorités au secours afin de disposer de places pour exercer leurs activités en toute légalité dans des conditions dignes, même si cela impliquerait un paiement de taxes. On aimerait que les autorités nous trouvent un emplacement cohérent afin que nous menions correctement notre activité. En ce qui me concerne, cela ne me gêne point. En attendant que cet appel ne soit entendu, les motocyclistes continuent de profiter de ce mini-marché qui vient à leur rencontre. Décédé le lundi 21 avril 2025, le pape François aura dans moins de 20 jours son successeur pour le Saint-Siège. Ils sont une dizaine dans la course pour être le 267e pape de l'histoire de l'Église catholique et parmi eux, il y a quelques figures du continent africain. Dans ce récit, Candide Roueto nous propose quelques informations sur la course à la succession du pape François et sur quelques détails de processus sur l'élection. Suivez. Dieu tout-puissant. La mort du 266e pape de l'Église catholique lundi 21 avril 2025 laisse depuis lors le siège saint dans la période de sede vacante, entendez siège vacant, ce qui a enclenché le processus d'élection du prochain pape. Pendant que la date d'inhumation du pape François est fixée pour samedi 26 avril, les attentions sont aussi tournées vers le conclave qui doit se tenir d'ici 2 à 3 semaines. En ce qui concerne l'élection du prochain pape, 12 cardinaux sont pressentis, entre autres Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican âgé de 70 ans, Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, âgé de 69 ans, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille âgé de 66 ans, le cardinal Pierre Baptista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Quelques cardinaux africains sont aussi en lice. Peter Apia Turkson du Ghana, 76 ans. Il a été nommé archevêque du Cap Coast au Ghana en 1992, avant de devenir 11 ans plus tard le premier cardinal de l'histoire de cet État d'Afrique de l'Ouest. Le pape Benoît XVI l'a ensuite promu en 2009 au Vatican à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix
l'organe chargé de promouvoir la justice sociale, les droits de l'homme et la paix dans le monde. Robert Sarah, guinéen âgé de 80 ans. Il est nommé en 1979 archevêque de Conakry. Il a été désigné préfet émérite de congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il a été fait cardinal par le prédécesseur du pape François. Fridolin Abongo Bessungo, congolais âgé de 65 ans. Il est le premier religieux africain à devenir, depuis 2020, membre du Conseil des cardinaux au Vatican. Il a été nommé cardinal par le pape François en 2019. Depuis le 15 février 2023, l'archevêque de Kinshasa est le président du Conseil épiscopal d'Afrique et de Madagascar. Conformément à la constitution de l'État de la Cité du Vatican, le conclave doit débuter entre le 15e et le 20e jour après le début officiel de la CD vacantée, soit entre le 6 et le 11 mai 2025. Un conclave à huis clos au cours duquel 135 cardinaux électeurs de moins de 80 ans des 4 coins du monde auront la lourde tâche d'élire le successeur du pape François. Ils seront en isolement strict à la maison Sainte-Marthe, coupés du monde extérieur sans téléphone, internet et voteront dans la chapelle Sistine. Chaque vote se déroule en 4 étapes, dont 4 scrutins par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi. Chaque candidat doit obtenir 2 tiers des voix pour être élu. Si aucun résultat n'est obtenu après 34 scrutins, soit le 13e jour, il y a possibilité d'élire à la majorité absolue ou de voter seulement pour les 2 noms arrivés en tête. Les bulletins sont brûlés après chaque scrutin, produisant la fameuse fumée noire, échec ou blanche succès. L'annonce du pape sera signalée par la fumée blanche depuis la cheminée de la chapelle Sistine. Ensuite, la sonnerie de la grande cloche de la basilique Saint-Pierre et la proclamation Habemus Papam, qui signifie nous avons le pape, par le cardinal protodiacre Dominique Mamberti depuis le balcon central de la basilique. S'en suivront l'annonce du nom de règne choisi par le nouvel élu et la première bénédiction Urbi et Orbi du nouveau pape. Du Vatican, revenons en Afrique de l'Ouest pour s'intéresser à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le potentiel président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, principal candidat de l'opposition, se voit écarté de la bataille électorale contre Alassane Ouattara suite à une décision de justice. Quelles sont les implications de cette nouvelle pour le parti à 6 mois de l'élection? Nous vous invitons à suivre les analyses de Hamzat Abdoulaye, spécialiste des questions internationales. Il est au micro de Teddy Goudal et Simon Rolon. Premièrement, c'est une décision de justice qui est liée à sa double nationalité. Et il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, il avait renoncé à sa nationalité française justement pour pouvoir participer aux prochaines élections présidentielles. Alors, il faut aussi préciser une chose importante. Tidjane Thiam est devenu le principal opposant, le principal favori qu'on oppose désormais au président sortant Alassane Dramane Ouattara. Donc cela en fait donc un politicien de taille, cela en fait un adversaire de taille et cette décision arrive peut-être au mauvais moment pour lui. Il est simplement dégagé du jeu parce que il est devenu un poids beaucoup trop encombrant pour le système. Ce qui est certain, c'est que l'appareil étatique avec les pouvoirs qu'on connaît, notamment le pouvoir exécutif, qui a la plupart du temps la main mise sur les autres pouvoirs, notamment le judiciaire, le législatif et j'en passe. Cet appareil de l'exécutif, une fois qu'il identifie un adversaire, a tous les moyens pour pouvoir l'éliminer. Et le cas de Tidjane Thiam pose problème parce qu'on a un appareil exécutif dominé par Alassane Dramane Ouattara qui voit ou qui identifie à travers le PDCIRDA de Tidjane Thiam un adversaire potentiel par rapport aux prochaines élections. Alors, est-ce que le jeu démocratique n'aurait pas dû laisser Tidjane Thiam concourir librement? Telle est la question que tout le monde se pose. Mais face à
une décision de justice, tout le monde doit s'y plier. Et la loi ivoirienne est claire parce que c'est une loi qui a été déjà prononcée depuis 1960, qui interdisait justement aux binationaux de pouvoir se présenter à condition que leur binationalité soit une binationalité acquise dès la naissance. Or, les avocats de Tidjane Thiam ont plaidé ou ont peut-être monté un argument qui montrait effectivement que Tidjane Thiam avait la nationalité française depuis sa naissance et qu'il ne l'avait pas acquise. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision de la justice va l'emporter. Il y a des recours qui existent, il va certainement faire appel, mais il y a très peu de chances que cela puisse aboutir à l'heure actuelle. Parlant d'issue, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se doit de trouver d'alternatives pour évoluer sans Tidjane Thiam. C'est la seule porte de sortie selon notre spécialiste des questions internationales. Suivant à nouveau Hamzat Abdoulaye à ce propos, toujours au micro de Teddy Goudalo et Simon Rolon. Je pense qu'il y a des issues. La justice donne toujours des pistes pour que une décision puisse être contestée. Et il y a des recours aussi qui existent. Les avocats vont certainement déposer des recours. Et la question est de savoir est-ce que ces recours seront suspensibles. Les élections sont très proches aujourd'hui et il n'y a visiblement pas beaucoup de temps pour attendre une décision de la justice. Donc je pense qu'aujourd'hui, le PDCI, le parti doit peut-être penser à un plan B qui puisse fonctionner sans Tidjane Thiam, parce qu'aujourd'hui Tidjane Thiam est devenu un morceau beaucoup trop gros pour le camp du système, c'est-à-dire le camp du président Alassane Dramane Ouattara, et le jeu politique ne permet pas des erreurs. Parfois, il faut faire d'autres propositions, il faut avoir d'autres plans B, C, voire même D, pour pouvoir contrer la stratégie mise en place. Donc, le parti n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de chercher d'autres alternatives, quitte à le regretter après. Dans un autre registre à présent, les festivités de la Pâque à Doutou dans la commune de Riogbe ont été marquées par une série d'activités initiées par l'opérateur économique Philippe Aditonou, président directeur général de l'établissement Eulizo. En plus de la caravane et de la foire internationale Bénin Révélé, il y a eu un concours de beauté pour désigner la plus belle fille de la commune, mais aussi un concert géant avec l'artiste Vano Baby, toujours dans l'arrondissement de Doutou. Voici les temps forts de ces manifestations avec Nassi Salossa et Florent Dou. L'artiste Vano Baby, porté par un public en délire ici, à Doutou, dans la commune de Riogbe. C'est le clou des festivités de la Pâque ici, voulu par ce monsieur Philippe Aditonou, jeune opérateur économique et président directeur du groupe Eulizo. L'instant d'une soirée, celle du dimanche 20 avril 2025, des milliers de personnes ont repris en chœur toutes les chansons ou presque de ce jeune artiste. Sur scène, une brochette d'artistes locaux ont aussi défilé devant le public. L'initiative est très belle et louable. Parce que si vous voyez sur le territoire de la commune de Riogbe, vous voyez le monde que cette initiative a drainé. 24 heures plus tôt, il y avait une autre innovation. Un concours de beauté pour élire la plus belle fille de la commune de Riogbe. Regardez comment elles se sont bien habillées. Devant le regard admiratif d'un public venu aussi nombreux, ces jeunes filles ont fait parler pendant des heures leur talent esthétique pour convaincre le jury, commis pour la circonstance. Après les épreuves, le verdict et la couronne a souri à celle-ci qui a failli s'écrouler sous le poids de l'émotion. Geneviève Assou, 16 ans, élève en classe de seconde. En plus de la couronne, elle est partie avec une moto d'âme flambant neuve. Les premières et deuxièmes dauphines ont reçu respectivement un ordinateur portable, un poste téléviseur, écran plasma. Tout comme ces lauréates, les vainqueurs des jeux ludiques ont reçu aussi des enveloppes financières des mains de Philippe Aditonou, qui aura distribué au cours de cette soirée des millions de francs CFA.
Connu pour son dévouement au service de sa communauté, Philippe Adjitonou permet ainsi à l'arrondissement de Doutou de renouer avec la fièvre de sa fête identitaire, Sahwehwe. Célébration de la Pâque, on en parle encore toujours dans le département du Mono, précisément à Koumé. Par exemple, la communauté Wati a une fois encore sacrifié à la tradition avec sa fête identitaire dénommée Agbesignalé. Des moments de retrouvailles annuels entre frères et sœurs du même groupe ethnique. Les festivités ont connu leur épilogue le dimanche dernier. Nassis Alossa et Florent Dôme. La cohésion fraternelle prônée depuis 1959 est loin d'être abandonnée ici. Les frères Ouachi resserrent leurs liens de solidarité autour de leur association baptisée Agbesignalé. Cette année, Agbesignalé met la jeunesse à l'honneur sous le leadership éclairé de son président. Chaque jour que Dieu fait, nous grandissons pour devenir un label. Devenir le label Wati. Le label Wati, dont une partie du riche patrimoine culturel, a été montré à l'assistance à travers un ballet de plusieurs groupes. À cette trait identitaire des Wati, montré sous les yeux des membres du gouvernement, une action de marketing a été ajoutée. Quand on vient chez nous, Madame la ministre, on retrouve une diversité de mets. Nous savons faire du ablo. Nous savons faire du akpese. Nous nous apprêtons, Madame la ministre, à passer à la labellisation du ablo et du akpese. Aujourd'hui, dès qu'on parle du Bénin, tout le monde s'affole autour, dit qu'est-ce qu'ils vont nous vendre, qu'est-ce qu'ils ont. Mais ils ont tellement confiance que très très vite, le Ablo fera partie de nos produits d'exportation, j'espère. Ce sera un nouvel acquis pour les responsables actuels de ce creuset qui apportent des innovations à ces moments de retrouvailles. La dernière en date, c'est un projet stratégique à impact communautaire conçu pour promouvoir le leadership chez les jeunes Wati. Président Tokoyon Jacques, merci pour les choses nouvelles que tu amènes dans Agbesignalé. Et j'invite toute la population de Koumé à l'accompagner puissamment, à le soutenir. Mettons-nous en tête que la politique ne doit et ne saurait nous diviser. Nous vous invitons tous, Wati, de père ou de mère, à rejoindre l'association Agbesignalé. Comme c'est le cas chaque année, ces retrouvailles ont été placées sous la bénédiction divine à travers une Eucharistie. Le sport aussi était au rendez-vous lors des festivités de Agbesignalé de la communauté Wati. Il y a eu du football, du handball et de la marche sportive. Retour ici sur les temps forts de ces manifestations, toujours avec Nassis Alossa et Florent Dôme. À l'heure de la grande finale du tournoi Agbesignalé dans son édition 2025, une mobilisation des grands jours. Plus de 10 000 personnes ont pris d'assaut les gradins du stade Omnisport de Koumé pour ce bouquet final. Une grande finale qui a mis aux prises l'équipe du quartier Hôtel de Ville, dont les joueurs sont habillés ici en jaune, et son homologue des éléphants d'Azanou. De belles phases de jeu qui ont accouché d'un scénario assez prolifique pour une grande finale. 5 buts au total et à l'arrivée, un succès 3-2 au profit des éléphants d'Azanou qui enlèvent le trophée. Ce soir, nous avons vu un très beau match. Les deux équipes ont bien mérité et le meilleur a gagné. Tous les Wati qui ont gagné parce que la fête identitaire Agbesignalé est une fête qui rassemble tous les Wati. C'est un beau match. Donc j'encourage les jeunes à aller de l'avant parce que nous avons besoin des taux parmi nous, mais nous avons besoin des Messi, des Mbappé. 48 heures plus tôt, il y a eu la traditionnelle marche de cœur. Ils sont partis de l'arrondissement de Oumako pour Koumé
avant d'arpenter quelques artères principales du chef-lieu de la commune. C'est pour maintenir sa santé et comme je l'ai toujours dit, on ne saurait fêter sans penser à sa santé. Vous avez vu, nous avons institué la marche depuis 3 ans. Après près de 10 km, la marche échoue ici, à la maison des jeunes de Comey, place à l'exercice d'étirement. Juste derrière, le volet santé avec une séance de dépistage de diabète et de l'hypertension. L'année dernière, il y avait des diabétiques qui s'ignoraient. Après le dépistage, il y a eu des prises en charge. Au-delà donc des réjouissances, ces retrouvailles fraternelles entre Wati prévoient tout ce qu'il faut pour le mieux-être humain. Bien d'autres innovations sont annoncées pour les éditions à venir. Dans le but de prendre part à la première édition des Jeux scolaires africains qui auront lieu en Algérie, la sélection U18 Bénin est au regroupement depuis quelques jours pour retrouver sa forme. Sur le terrain d'Akasato, les jeunes scolaires convoqués par le sélectionneur national ont travaillé sur plusieurs activités. Une de nos équipes a suivi leur séance d'entraînement. Reportage de Jules Echo et Simon Rolon. Ils sont 23 joueurs, dont 2 gardiens de but retenus pour la mise au vert des Jeux scolaires africains des moins de 18 ans en Algérie. Objectif, favoriser la concentration, la cohésion du groupe et la préparation mentale et physique des joueurs. Pour cette séance d'entraînement, le sélectionneur national a ciblé un nombre important d'activités de mise en condition. Première partie, une activité athlétique où on fait du renforcement musculaire sur toutes les parties du corps, haut du corps, bas du corps, avec du cardio. Et deuxième partie, on est sur la zone, travail en zone, responsabiliser les gens, responsabiliser les joueurs sur leurs différentes tâches. Oui, là, en si peu de temps, ils ont compris parce qu'on ne fait pas que... Là, c'est la partie visible, il y a une partie invisible qu'on fait en salle, à l'hôtel. On travaille le tableau pour leur faire comprendre les déplacements, le cheminement. Donc il y a 2 phases. Il y a la phase que les gens peuvent voir parce qu'on est à visage découvert, donc il n'y a pas de problème. Et il y a un travail que personne ne peut voir, on est dans l'intimité du groupe et c'est là qu'on travaille les stratégies. En face, les 2 derniers remparts de la sélection sont également soumis à d'intenses exercices de mise en forme par le sélectionneur Jonas Bidé. J'ai fait avec les gardiens une mise en route et après un jeu au pied et après on est allé au sol tout doucement et puis après on a intensifié et pour travailler le déplacement, rester un peu dans l'explosivité et histoire de rester dans le thème pour ce qui concerne la préparation physique. Moi je suis là pour ça, je suis là pour qu'ils fassent bien et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Certes, il y a des déchets et que je corrige parce que je suis là pour corriger. Je pense que la séance est un peu intense et on a travaillé toute la journée sur la défensive, comment défendre la balle, comment faire sortir la balle de la défense. On a spécifiquement travaillé sur la défense. Je pense que ça va nous aider plus parce que c'est en pratiquant que dans les matchs ça devient facile. Je pense que c'est une bonne idée que le coach a mis. On essaie de nous appliquer et avec le temps, on a confiance qu'on va mieux s'adapter. Au terme des différentes activités, une partie de séance d'échauffement a eu lieu pour cette mise à niveau des joueurs. La compétition se tiendra du 5 au 13 juillet 2025. Ne pleure pas pour le passé, il est loin. Ne stresse pas pour l'avenir, il n'est pas encore arrivé. Vis dans le présent et rends le beau. Bon après-midi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.